Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit débrief, le débrief des Worlds bien évidemment. Ça a eu lieu le week-end dernier, c'était un plaisir. Un plaisir immense de caster ça en compagnie de Val, de Petit Quick, de Rofelos. J'en profite d'ailleurs pour les remercier et remercier aussi Disney Lorcana Ravensburger pour l'invitation au cast. C'était un régal. C'était un régal. Aujourd'hui, du coup, je vais vous débriefer un petit peu ce qui s'est passé, pas dans les moindres détails, parce que ça, je vous laisse aller voir les rediffusions qui seront dispo ou sont déjà dispo peut-être sur la chaîne de Ravensburger TCG France, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, je pense que sur Twitch, vous pouvez y avoir accès si jamais ils ne sont pas déjà uploadés. C'était formidable. Je fais un petit arrêt avant de démarrer. Si vous ne voulez pas être spoilé des résultats, des decklists, etc., allez voir la rediff avant de voir la suite de cette vidéo, puisque je vais rapidement donner tous les résultats, les résultats les plus importants, les plus pertinents selon moi dans cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez avoir la surprise et aller voir la belle magie qui s'est déroulée lors de ce cast, lors de ce championnat du monde, de ces premiers championnats du monde de l'Orcana 2025, n'hésitez pas. N'hésitez pas à foncer, vous ne serez pas déçus. Les games étaient quand même hyper cool et les decks étaient encore plus cool que prévu. Donc franchement, full régalade. Avant de commencer cette vidéo, on met le pouce bleu, on s'abonne, on met un petit commentaire parce que c'est gratuit, que ça fait plaisir. Et on remercie les sponsors. On remercie évidemment la belle carte avec le code VALEPL 2025, 5% de réduction lors de votre première utilisation. Une fois par an, une fois par compte, ça fait plaisir. Il y a d'ailleurs encore du règne de Jafar normalement disponible. Plus beaucoup, mais il y en a encore un petit peu. Merci à GameGenic. Regardez, une petite deckbox que je fais apparaître sous vos yeux ébahis. Zou! Elle est magnifique, elle est orange. Ils nous soutiennent sur l'année 2025. Ça nous permet de continuer à faire notre création de contenu plus sereinement et aussi d'avoir des accessoires top qualité pour protéger notre collection, nos petits decks, etc. Si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent, contactez un revendeur de GameGenic près de chez vous. Ça fait plaisir. Ou sur Internet d'ailleurs, ça marche tout aussi bien. Ces Worlds, du coup, c'était 28 participants. J'avais dit 32 d'ailleurs dans la vidéo pour présenter les Worlds, alors que j'en présente 28. Donc vraiment, je ne sais pas compter. 28 participants qualifiés via différents circuits de qualification. Pour revoir le prize pool, revoir tous les participants, etc., je vous invite à aller voir la vidéo ou directement le cast de ce week-end. Là, je vais un peu plus me concentrer sur le top 8 et la francophonie, bien évidemment. Et on commence par un petit débrief des résultats qu'ont fait nos Français. Alors rapidement, hein, pour les formats donc, que j'ai déjà expliqué, qui sont le scellé et le triple deck, le super scellé pardon et le triple deck, tout était mélangé là pour les résultats. Je ne donne pas les résultats de l'un et de l'autre, je donne le résultat global du jour 1 et du top 8 éventuel pour nos joueurs francophones. C'était régalant le super scellé d'ailleurs. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon, c'est quand même des games de limité, ça peut être intéressant, mais on sait que c'est pas la force de l'Orcana. Et ben la formule était incroyable. Le triple deck, fou malade le triple deck. Ça permet de voir de nouveaux decks, de nouvelles moutures de decks déjà existants, comme je vais vous présenter d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Vraiment délicieuse. Je vous montre quelques decklists, même si je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas trop s'en inspirer pour le futur du jeu compétitif de l'Orcana. Voilà, je vous dirai tout ça après. Donc ouais, vraiment, un banger, ces Worlds, tous ces formats, un régal total. Du coup, vous disais-je, récap des résultats, on commence avec monsieur Douglas Oshili, Sondai qui malheureusement a fait 2-5 sur ce jour 1. Il fallait faire 5 victoires pour être qualifié en jour 2. Il a quand même eu 2 cartes de récompense avec cette 2 victoires, mais son scellé était terrible. Il nous a dit, il est venu dans le chat, qu'il a manqué aussi de chance sur ses mains de départ, que c'était assez difficile pour lui ce tournoi. La chance n'était pas de son côté. GG quand même à lui, se qualifier pour les premiers championnats du monde, c'est déjà une énorme performance, ça fait partie des 28 meilleurs joueurs du monde. Franchement, c'est incroyable, hein. C'est juste formidable. Ensuite, on passe à Q. Q qui lui a fait un 3-4, pas si loin. Je crois qu'il y a une game, je sais plus si c'est lui qui est venu nous dire ou si c'est quelqu'un qui nous a rapporté. Ça s'est joué à vraiment peu de choses. Donc, à vraiment peu de choses, on est à 4-3. Il faut faire 5-2. Vous voyez, sur 7 matchs, on n'est pas loin. Félicitations encore une fois à lui pour la performance et la qualification. De toute façon, au World, c'est déjà fou. Ensuite, on est sur... pourquoi la photo ne s'affiche pas? Ah, voilà, sur Patrick Côté, Québec City, Canada,
qui lui a fait 3-4 également comme Q. Je n'ai pas les classements finaux de tous les joueurs, malheureusement, impossible à trouver, que ce soit sur Melee, sur différents comptes que j'ai pu arpenter sur Twitter ou autre. Donc si vous les avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, je ne les ai pas. On continue dans la francophonie avec Pierre-Marc Duguay qui lui a fait 4-3, une petite victoire. Il manquait une petite victoire pour se qualifier en jour 2. GG à lui. Itsu qui fait un 4-3 également, qui fait top 10. Ça, j'ai le résultat. Juste au-dessus, on a Zarati, Raphaël Brûlé, qui fait 4-3 également. Félicitations. Qui a malheureusement la mauvaise place, hein, puisque 9ème place, alors que c'est le top 8 qui va en jour 2, c'est dommage. Mais du coup, vous allez dire, mais il en manque un. Et on est déjà à la 9ème place. Donc, est-ce que ce serait pas monsieur Élie Pierre qui a fait top 8 en faisant 4-3 également? Vous allez dire, mais c'est bizarre, tu nous dis qu'il faut 5 victoires, mais en fait, il n'y avait que 7 joueurs qui pouvaient avoir 5 victoires par rapport à comment le tournoi s'est déroulé. Du coup, il y avait un joueur qui avait le droit de passer en top 8 avec 4-3. Et Eli, avec le formidable parcours qu'il a fait en jour 1, c'est-à-dire faire 4 victoires d'affilée, c'était le mieux placé des 4-3, puisque tous les adversaires qui l'ont battu ensuite sur les 3 dernières rounds, donc qui l'ont fait passer à 4-1, 4-2, 4-3, ce ne sont que des joueurs qui, eux, sont passés à 5 victoires, donc ils sont qualifiés. Donc il n'a perdu que contre des participants du top 8, ce qui l'a aidé à avoir un très bon départage. En plus que le premier du coup qu'il a battu à 4-0, Edmond Chu, lui il a eu des bails, parce qu'il ne jouait plus à 5 victoires, mais il a continué d'avoir des fausses victoires, on va dire, pour améliorer les départages de ceux contre qui il avait joué. Donc ça a encore amélioré le départage d'Eli. Bon, je rentre un peu en détail dans ce qui s'est passé, mais c'est pour vous expliquer pourquoi il y a un joueur à 4-3 qui a pu passer. Donc félicitations à Eli, incroyable. J'avais voté pour lui, j'avais fait la petite prédiction de « Ah, je le vois bien aller au bout ce Eli ». Un petit peu parce que voilà, on voulait soutenir la francophonie bien sûr, mais voilà, Eli c'est le poteau. Vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques vidéos que j'ai fait avec lui sur cette chaîne, c'était toujours sympa. Et sinon, j'aurais route plutôt pour Edmond Chu, je l'avais dit lors du cast et je l'avais dit aussi en off avec mes comparses, si j'avais fait un peu abstraction de la francophonie. Et Edmond Chu qui a fait du coup aussi top 8, où j'étais pas trop mal. J'étais pas trop mal en prédiction, mais c'est pas une compète. Ce top 8, justement, le voici. Alors je suis désolé, la photo elle est un peu pixel cracra, je sais pas pourquoi. Pareil, aucune photo meilleure qualité n'a été trouvée de ce top 8 par mes soins. On a décapé Edmond Chu, Elie Pierre, Luca Lazzara, Federico Marinangeli, Zach Bivens, Mo Chamblin et Lucas Coppa, qui se sont qualifiés pour ce top 8. Vous voyez leur deck, leur association de decks juste à côté d'eux. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ça, parce que voilà, après c'est du metagame, c'est des trucs un peu pointus, spécialement pour les Worlds. Avant les Worlds, c'était du coup de la spéculation. Après les Worlds, c'est un format qui n'existe plus, en tout cas plus pour le moment. Donc c'est moins pertinent, je vais pas vous assommer de détails. Mais en tout cas, on a eu une belle diversité. Il y a eu les line-up un peu attendus, style Edmond Chu, Amber Steel un peu particulier, d'ailleurs je vous parlerai de sa decklist après, violet-vert et rouge-bleu, qui était un peu la line-up basique. 3 bons decks, et on y va. Je rappelle que le format donc, de triple deck, c'était un deck ban, et on doit gagner avec les 2 autres decks pour gagner le BO. Et la finale, il fallait gagner avec tous nos decks, parce qu'il n'y avait pas de ban. Normal, il faut maîtriser toutes les couleurs d'encre pour être champion du monde de l'Orcana. Régalé ce top 8, très très stack. Le field au global hein, des championnats du monde était très stack avec ses 28 joueurs, mais le top 8, c'était la crème de la crème, pour ainsi dire. Et sans plus attendre, je vous révèle le gagnant. La finale était entre Edmond Chu, pas mal, invaincu jusqu'à la finale quand même, hein, monsieur. C'est le seul qui a fait ça, puisque c'était le seul qui pouvait être invaincu en ronde. Enfin, il pouvait y avoir qu'un seul joueur invaincu en ronde, et c'était Edmond Chu. Ça fait être Eli, hein, mais c'était Edmond Chu. Et il a affronté décapé Dinkan Pham en finale. Et voici le gagnant. C'est Dinkan Pham. Dinkan Pham qui s'est imposé à l'issue d'un BO5 d'anthologie. Les games étaient relativement rapides d'ailleurs, si vous voulez aller revoir que la finale, c'est quand même très cool. Il y a eu 5 games, donc ça s'est fini en 3-2. Pas jusqu'au dernier moment, mais jusqu'à la dernière game, on se disait oh la vache, mais comment, qui va l'emporter? Qu'est-ce qui va se passer? C'était fou, plein de rebondissements. Donc je vous encourage à aller voir le tournoi au global encore une fois. Et cette finale, elle était super cool. On a coutume de dire, notamment dans les TCG, que la finale, c'est pas le meilleur match qu'on voit du tournoi, parce que
faut que ça tombe bien, entre guillemets, pour qu'il y ait des rebondissements, que ce soit serré, etc. C'est pas toujours le cas. Bah là, franchement, la finale, elle était masterclass. Le format triple deck y est aussi pour beaucoup. D'ailleurs, ceux qui s'y sont essayés en tant que compétitif enthousiaste ou créateur de contenu au triple deck, je pense notamment à Untap ou à Boba, ont tous dit, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable le format triple deck, c'est trop cool à jouer. Ça demande pas mal de cartes, hein, forcément, il faut pouvoir monter 3 decks, mais quand tu peux, c'est trop trop cool. Et, oula, un peu zoomé, j'ai la photo. J'ai la photo de ce Mickey Gold estampillé World Champion 2025. Beaucoup de gens dans le chat Twitch d'ailleurs disaient mais jamais il l'avance, si c'est un vrai passionné, il la garde, c'est incroyable comme trophée, c'est une 1 sur 1. Alors je vais pas parler pour lui, hein, mais à sa place, j'ai l'occasion de vendre une carte trophée, donc ma récompense de tournoi, que je jugerais à entre, je sais pas, entre 200 et 500 000 dollars environ, je le fais comme ça à la volée, ça change une vie. Ça change une vie. Genre, si tu as des projets, si tu as plein de trucs à faire dans ta vie et si évidemment tu n'es pas extrêmement à l'aise déjà financièrement, bien sûr que tu vas vendre cette carte pour continuer à vivre de ta passion, à continuer à jouer aux cartes de façon professionnelle ou autre, ou à faire avancer notre projet. C'est beaucoup trop grand pour être gardé. Il va peut-être la garder quand même, hein, la vendre plus tard, je ne sais pas, hein, mais voilà, je donnais mon avis parce que beaucoup de gens avaient l'air de dire non, mais ça c'est une carte que tu vends pas, que tu gardes. Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Selon moi, si tu gagnes ça, tu la vends. Et je peux vous donner l'exemple inverse. Si vous gagnez les championnats du monde et vous gagnez 500 000 dollars, c'est votre lot, est-ce qu'avec ces 500 000 dollars, vous achetez une carte de la même valeur, limitée à un exemplaire au monde, ou est-ce que du coup vous faites autre chose? Si vous n'achetez pas avec ces 500 000 une carte 1 sur 1, du coup, je pense que vous serez plutôt tenté de vendre cette carte si vous la gagnez et de faire autre chose avec les sous. Enfin bref, c'était un petit peu le mini débat qu'il y avait à la fin des Worlds quand la carte a été montrée. C'était assez cool. J'ai pas de photo bête du trophée et je voulais pas vous montrer une photo René, mais ça ressemble un petit peu au trophée qu'on a vu sur d'autres événements, sauf qu'il y avait un espèce de creux en haut pour pouvoir déposer la carte World Champion, ce qui est assez stylé. D'ailleurs, sans la carte World Champion au milieu, le trophée est un petit peu vide, un petit peu dommage de ça, mais du coup, ça pousse peut-être à ne pas la vendre pour garder un trophée intact. Ou peut-être qu'il va vendre aussi le trophée pour un max de sous et financer sa carrière de joueur pro, je ne sais pas. Pour les decklists, donc c'était triple decklist, je ne vais pas vous présenter les 3 decklists de tous les participants, mais je vous mets un lien Inkdeck dans la description. Vous avez absolument toutes les decklists de tous les joueurs pour le construit, pas pour le sceller. Je pense que ça vous intéresse pas énormément de voir leur decklist de scellé. D'ailleurs, les games de scellé étaient aussi super intéressantes, hein, notamment la première entre Frank Karsten et Zan Sayed, qui au passage ont un peu fait une contre-performance lors de ce tournoi. Ils ont fait 2 ou 3 victoires, je crois, chacun, pas plus, alors qu'ils étaient quand même pas mal attendus. Mais ouais, leur première game du premier jour, elle est hyper cool. Les decklists dont je vais vous présenter, évidemment, ce sont les 3 decklists du gagnant, DKP. Petit disclaimer, on enlève la pub, merci Soch. Petit disclaimer d'ailleurs, ne prenez pas ces decklists en compte en vous disant ah bah ça c'est les listes du champion du monde, je les prends, je les joue, elles sont trop bien et je vais rosser les gens. Les participants des Worlds savaient très bien qu'ils allaient affronter 2 ou 3 decks différents, suivant où ils en étaient dans le tournoi, qui du coup devaient être ramenés un peu de façon obligatoire. Par exemple le vert et le jaune qui s'associent peut-être à moins de couleurs, forcément devaient être ramenés. Donc ce qui veut dire que ça allait peut-être induire, ou le rouge qui ne s'associe pas aussi à beaucoup de couleurs, ce qui veut dire que ça allait créer des decks un petit peu mi-figue mi-raisin qui ne sont pas très joués. Donc en prenant ça en compte, ils ont créé des decks en fonction. Pas en mode des decks qui battent des decks moins forts, mais eux-mêmes avaient des decks un peu plus spicy, donc il faut qu'ils puissent battre des decks du metagame avec, ou inversement, que les decks du metagame puissent pas trop battre leurs decks spicy, etc. Donc c'est pas des decklists que vous pouvez les jouer, ça va marcher, hein, mais elles sont pas optimisées pour du 1v1 quand on a un metagame avec n'importe qui joue n'importe quel deck, puisque dans la grande majorité de leurs matchs, ils pouvaient bannir un deck. Donc on pouvait jouer par exemple ce style améthyste là de la part de DKP, et si son mauvais match-up c'est un autre deck gris, eh ben vous pouviez tout le temps ban le deck gris adverse et ne jamais l'affronter. Ce qui veut dire que votre style améthyste n'avait jamais de mauvais match-up entre guillemets. Enfin, c'est pas son pire match-up en tout cas. Donc voilà, je fais un petit disclaimer, j'insiste un peu parce que je veux pas que les gens achètent peut-être des cartes pour monter un deck des Worlds, elles se ramènent et disent ah mais attends, mais il peut pas gagner contre bleu-rouge. Bah non, parce qu'en fait il affrontait jamais bleu-rouge.
dans les Worlds, donc, sauf peut-être en finale. Donc c'est pour ça que ce choix a été fait. Ceci étant dit, donc on a un style améthyste. Si on nous avait dit qu'un deck balai, donc avec Magic Broom à 1, Magic Broom à 2 et Yensid allait gagner les Worlds, je ne l'aurais pas cru. Bon, en voyant le reste de la decklist, en vrai c'est un violet-gris un petit peu plus classique, hein, bien évidemment, un peu low curve. Mais si on m'avait juste dit qu'il y aurait des balais Yensid en finale, c'est fou. C'est fou, comme l'Orcana l'avait prédit peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris que Yensid ça faisait Disney à l'envers. Peut-être que c'est pour ça. C'est le signature move, c'était le petit clin d'œil. Je ne reviens pas en détail sur certains choix, évidemment. Hein, là, vous connaissez la decklist, vous y avez accès en commentaire. Deuxième decklist qui était, elle, la version un peu spicy de... enfin, on ne part pas. De DKP. Amber Emerald ultra aggro. On n'est pas sur Chernadog, on n'est pas sur de la synergie particulière. On n'a pas le temps pour ça. On joue aggro. On joue Cursed Merfolk, Daisy Duck, Fred, Lilo, Pégase. 20 tour 1, mesdames et messieurs. Donc c'est tour 1, tour 1. Tour 2, double tour 1. Et on est parti. En avant Guingamp. En tour 2, on a Olivia Flaversham, l'horreur d'exception, ainsi que Piglet. Très bon l'horreur également. Ursula qui est là pour disrupter si besoin, pour aller chercher la petite chanson récalcitrante ou pour prendre de l'information, pour savoir à quel point on peut développer le board ou pas. Baloo, Donald, Hera, Jetsam, Kit, Prince Philippe, tout ça des gros tours 3, un peu chargé en tour 3 par rapport au tour 2, mais finalement les tours 2 on a envie de faire double tour 1 donc il n'y a pas de galère, et tour 3 on vise le Baloo. On vise le Baloo pour protéger le board, on vise le kit pour tempo, et on veut plutôt jouer des cartes comme Donald ou Prince Philippe un peu plus tard, ou Hera aussi, ça marche aussi, un petit peu plus tard dans la partie. Et Jetsam, le pauvre Jetsam, je l'oublie. J'ai occulté Jetsam comme s'il n'existait pas. Ça, c'est les cartes qu'on veut jouer un peu plus tard. Sven, c'est souvent une encre, mais c'est un haut de curve décent quand on veut protéger un personnage, notamment dans certains match-up non gris, qui interagissent très mal avec le board, pour justement pouvoir l'aurer 2 fois. C'est aussi pour ça qu'il y a des kits, même si c'est peut-être bien dans la decklist au global, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des interactions un peu dans tous les decks, pour ne pas être complètement démuni et laisser l'adversaire faire. Bon, même si quand on joue aggro, c'est pas interagir qu'on cherche à faire. Et troisième et dernière decklist, sans surprise, un Ruby Saphir de la part de DKP, et un deck qui porte son nom parce que c'est lui qui la build, c'est celui-ci, le deck rouge-bleu burn, entre guillemets, même si on est un petit peu moins sur les versions burn, puisqu'il n'y a pas les dingos, mais bon, il y a quand même les Pirates Life, les Manoir MacDuck qui ont ce côté un petit peu burn, et Maui. Burn, c'est une façon dérivée de dire de gagner des points de victoire à distance ou d'infliger des points de dégâts à distance à l'adversaire directement. Ça vient de Magic. C'est pour ça qu'on appelle ça burn, en fait. C'est genre sans passer par le board, sans passer par les personnages. On passe directement par un effet, hop là, je joue ça, ça fait gagner des points de l'or. Petite particularité de sa decklist, c'est bon, déjà le Hades qui n'est pas méga courant. En ce moment, oui, mais ça ne l'a rarement été dans les decks bleu-rouge. Le petit Hades en a un exemplaire qui permet de gérer de façon clean un personnage. Et le Merlin Carpetbag, je crois que c'est le sac fourre-tout de Merlin, quelque chose comme ça, en français, pour 5, on l'engage, on paye 1 d'encre, on renvoie un item de notre discard dans notre main, et on a un seul item à renvoyer en main, c'est Popcycle, pour faire de la value. Tous les tours, vous piochez une carte pour 2, puisque pour 1, vous reprenez Popcycle, et vous la reposez. Ça soigne de 2 aussi, au passage, tous les tours, un personnage. C'est pas extraordinaire dans ce deck-là, mais dans les bagarres un peu où on a envie de protéger notre Maui requin, enfin un de nos Maui, un requin ou le Maui charge, ça peut être très très bon cette petite tech, ça grind bien. On redescend à 2 Sissou d'ailleurs, on n'a pas les petits Sissou, donc vraiment pour gérer le board, on se fie au Be Prepared. Sissou marche aussi toujours, mais on en a moins. Et seulement 2 Hideaway qui peuvent manquer dans des match-up mirror ou les match-up objets. Je pense que c'est pour pas avoir une carte trop morse contre les autres decks, mais Hideaway, perso, j'aime bien en mettre un petit troisième parce que contre les decks bleu-rouge objet ou même bleu-vert objet qui étaient présents, c'est important d'en avoir. Donc voilà, la decklist, la triplette du gagnant de DKP. Félicitations encore une fois à lui. Et maintenant, je passe sur 3 decklists sucrées qu'on a pu voir au World et qui nous ont régalé. Celle-ci, on n'a pas beaucoup vu parce qu'elle a beaucoup été ban. C'est la version Steel Song de Edmond Chiu qui a fait finale.
On l'a très peu vu, donc comme je vous disais, parce que ban, mais en final, on était obligé de l'avoir, parce qu'il était obligé de la jouer pour la valider. Et on a une version très mid-range. Whole New World, qu'est-ce que c'est cette carte? On s'en fout, on ne la joue pas. Comme chanson, on joue seulement 12. Be Our Guest, donc pour piocher des personnages, Let the Storm Region, on joue seulement 16, pardon, Strength of Raging Fire et Zeus. Normalement, on est plus à 18, voire on essaye de monter un peu plus en chanson. Et la mid-rangité du pack, c'est la présence de Beast, qui ne s'altère pas rien, juste on joue Beast à 5. La nouvelle Namahari également, et Ariel qui est joué relativement souvent en ce moment en 1 ou 2 exemplaires. Là, on en a 4. On en a 4 et on veut la shifter du coup derrière cette Ariel qui a moins de chances de trouver une chanson parce qu'on en a moins et qui a aussi moins de bonnes chansons entre guillemets à chanter puisque on a Be Our Guest qui est une petite chanson et on n'a pas les Whole New World, pardon, qui sont la chanson préférentielle à chanter avec Ariel. Donc c'est une autre optique qui peut faire des sorties d'ailleurs plutôt agressives. On a pu le voir dans une game où il a juste détruit son adversaire, Edmond, où il avait des loreurs, donc Beast, Rhino qui pose à 4, Rhino qui shift à 3, réponse également, genre juste plein de loreurs à 2, et tout, il engage tout, il gagne très vite. C'était fou à voir. Il y a un match, je ne vous dis pas lequel, où juste il a gagné en 10 minutes, il a gagné le BO. C'était affolant. Donc une avec ce deck et une avec un autre. Ça pour le coup, c'est si jamais bleu-rouge n'existe pas, c'est un deck qui est vraiment excellent. C'est la meilleure version peut-être d'Amber Steel, en tout cas au chapitre 8, puisqu'on joue mid-range, on a plein de bonnes interactions. C'est juste un deck qui est très puissant, très fort, de très bonnes bêtes. De la value, de la pioche, donc avec Ariel, avec Rapunzel, avec Be Our Guest, avec Beast, enfin, il y a tout dans ce deck, il y a vraiment tout dans ce deck, sauf que contre bleu-rouge, bah, ça se fait un peu éclater, et ça prend très très fort 6 sous, ce qui est le défaut historique, on va dire, d'Amber Steel. Mais si vous dites, personne va jouer bleu-rouge à mon tournoi, vous vous ramenez avec ça, vous êtes comme un coq en pâte. Ensuite, on passe à des listes bleu-vert objet, alors ça, apparemment, les un peu spécialistes connaissaient relativement bien la decklist. Nous, au cast, on n'était pas étonnés, mais on découvrait un peu comment la decklist se jouait. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. Et comme vous avez pu le voir dans mon point méta récemment ou au global, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans les tops, qui fait très peu de performance. Donc c'est vrai que je me demande où les gens ont vu jouer cette decklist. Peut-être dans des petits tournois locaux, je ne sais pas. Le but, bon, c'est comme les decklists bleu-rouge objet, hein, c'est un gros Tamatoa, plein d'objets, et on gagne avec Lucky Dime. L'intérêt, c'est qu'on va gérer avec les coils et les Under the Sea, le board adverse. Ça, c'est la decklist pendant de Zach Bivens, qui finit 3ème. Mais il y avait d'autres joueurs qui jouaient bleu-vert objet, qui était très cool aussi. On a des éléments pour tempo, hein, comme Louis, comme Kit, comme Bell au tour 1. Oswald, c'est le MVP. C'est l'énorme MVP du deck qui permet de jouer des items directement du dessus du deck engagé quand on ancre, et ça combotte avec Fishbone Quill ou les sorts de rampe. Là il n'y en a pas dans cette version là, qui permettent d'ancrer plusieurs fois par tour et du coup de trigger plusieurs fois par tour le Oswald pour jouer plein d'objets gratuitement, et ainsi, à contrario de bleu rouge qui va plutôt piocher plein d'objets et les jouer à la main, là on a le côté objet gratuit, plusieurs fois par tour si vous avez plusieurs Oswald ou plusieurs façons d'ancrer, qui peut être dévastateur. Des effets pour gérer le board, donc je vous ai dit Kit et Galactic Communicator qui est un effet Kit. Incaster qui permet d'ancrer tout le long de l'ancra parce qu'on en a énormément dans le deck. Et l'argument un petit peu que n'a pas bleu rouge, c'est le piège de Ratigan qui fait perdre 2 de l'or à l'adversaire et qui est clé dans plein de match-up, notamment puisqu'on peut le reprendre en main avec nos Tamatoa. Et ça, c'est très fort. Hein. Quand vous reprenez 1 voire 2 Ratigan Marvelous Trap, c'est vraiment très puissant. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le pack, vous savez tout. Et dernier deck que je voulais vous montrer, c'est le deck de DFR, enfin pas de tous les Français, de Eli et de Théo Team, de Itsu, parce que ce deck-là, c'est un deck aggro, pas piqué des hannetons, qui joue une excellente carte qui est Ludwig von Drake. Hein. Pour 2, on regarde la main, on enlève une carte non-personnage, donc n'importe quoi qui n'est pas un personnage, c'est très fort. En jaune-vert en jaune bleu, pardon, de la discard comme ça régale, c'est ciblé, ça cible quasiment tout, et je crois que c'est, il me semble, la seule carte jaune-bleu, strictement jaune-bleu, qui fait ça, donc il faut jouer jaune-bleu pour y avoir accès. On a beaucoup de cartes jaune-bleu d'ailleurs dans le deck. C'est un deck un peu chiot caché, parce qu'on joue pas vraiment chiot,
Mais on a Patch qui est un super tourin qui va s'altérer dans Thunderbolt, Ouragan je crois en français, pour avoir un 3-7 bodyguard qui protège très bien tout le board. Et quand il arrive sur le tour 3, bon, laissez-moi vous dire que l'adversaire, le temps qu'il le gère, ça va être trop tard, on va juste l'orer à fond. Le reste du pack, voilà, c'est des choses qui sont dures à gérer, parce qu'il y a la ward notamment avec le patch, parce qu'il y a la ward avec Alice, ou qu'elle donne la ward à un autre personnage, ou juste qu'il ore énormément. Et on a aussi le petit côté oups de jouer Belle au Tourin avec Popcycle, qui permet de gérer un peu le board adverse pour garder nous un board, ou de l'orer aussi, ça reste un Tourin acceptable pour prendre un peu de l'or. Très jolie decklist, ça pour le coup, même si c'est une decklist un petit peu pensée pour les worlds, si vous la ramenez à un tournoi, vous allez faire des choses. Vous allez pouvoir faire des choses. Évidemment, les decks rouges ou gris vont vous poser problème. Encore que gris un peu moins, on a quand même pas mal de cartes ward, donc qui vont s'en sortir pas trop mal contre les decks gris. Le problème c'est qu'avec le gris, il risque d'y avoir du violet, donc des bons personnages qui vont challenge les vôtres. Il y a Duke Weaselton aussi qui a la ward. Mais ça, par rapport au line-up, c'est le deck qui a le plus de chances, on va dire, de faire quelque chose dans un metagame classique et pas dans un metagame de World. Attention, ça reste ni tier 1, peut-être tier 2, 2.5, voilà, mais si jamais vous voulez tenter l'aventure, c'est peut-être un des decks orc des classiques qui s'y prête le mieux. Voilà, les Worlds, encore une fois, c'était fou. J'espère que ce petit débrief vous a appris des choses et vous a régalé. Il y a eu des annonces également pendant les Worlds, donc je ne sais pas dans quelle ordre sortent les vidéos. Peut-être que vous les avez déjà vues, peut-être qu'elles sortent. Celle de la vidéo annonce sort après. J'ai coupé en deux parce qu'il y a des gens qui sont peut-être moins intéressés par les annonces et qui voulaient avoir le débrief des Worlds, et d'autres personnes qui se disent plutôt moi, les annonces compétitives m'intéressent, le débrief de World, j'y étais, ça m'intéresse pas. Donc j'ai splitté en deux pour régaler tout le monde. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.